dans l'autre partie que je vous disais, sur la partie plus expérimentale. Je vais parler un petit peu de l'argent, justement. Je vous parlais d'argent rare. Qui a joué au Monopoly? Levez la main. Levez la main. Voilà. Alors, qui n'a jamais joué au Monopoly? Bon, tout le monde a joué au jeu de Monopoly. Très bien. Le jeu de Monopoly représente une simplification de l'économie actuelle, mais les fondamentaux restent exactement les mêmes. Alors, que se passe-t-il dans le jeu de Monopoly? Eh bien, on démarre déjà dans un monde parfaitement égalitaire. On ne peut pas faire plus égalitaire que ça pour démarrer, ce qui n'existe pas dans la réalité. Mais bon, on joue quelques coups de dés, on prend quelques décisions, j'achète pas, plus ou moins heureuse, on tire quelques cartes, ça met un peu de hasard dans tout ça, mais très vite, au bout d'un moment, on va voir des joueurs qui accumulent de plus en plus et puis d'autres qui perdent de plus en plus. En fait, on rencontre un phénomène physique qui s'appelle l'effet Pareto. Ça vous dit quelque chose, l'effet Pareto? Alors Pareto, P-A-R-E-T-O, ça vient de cet économiste et sociologue italien de la fin du XIXe siècle, qui, en voyageant dans différents pays, a réalisé que finalement, peu importe les régimes politiques, les ressources en place, le système fiscal, le système religieux, eh bien, on avait une sorte de constante comme si à peu près 20% de la population contrôlait 80% des ressources. Il en a défini, en fait, il a écrit des équations qu'on a appelées les équations de Pareto, ou les équations parétiennes, qui montrent cette loi dite de condensation de la monnaie. Elle se condense, techniquement, ou elle se concentre, mais techniquement, on dit elle se condense. Et en fait, on fait exactement cette expérience-là quand on joue au jeu de Monopoly. Quand on joue au jeu de Monopoly, plus j'ai d'argent, plus je peux en investir, plus je peux investir, plus j'en gagne, plus j'investis, et ainsi de suite. A contrario, moins j'ai d'argent, plus je vais devoir payer des loyers aux autres, et moins j'aurai d'argent. Donc moins j'ai d'argent, plus j'ai d'argent, plus j'ai d'argent. D'accord? Ça parle de ça, l'effet Pareto. Donc déjà, à 8 ans ou 7 ans, quand on joue au Monopoly, on fait l'expérience, sans le savoir, de l'effet Pareto, de cette loi physique, de loi de condensation. Alors, il y a des choses intéressantes. Déjà, pour finir sur cette équation-là, ça fait une équation exponentielle. Hein, ça veut dire qu'il va y avoir, ça va un petit peu changer entre les joueurs, mais au bout d'un moment, il y a un joueur qui va avoir un peu plus, et hop, il va s'envoler. Et puis les autres, ça va hésiter un peu au début, puis la courbe, hop, à un moment, elle va plonger pour le premier, pour le deuxième et le troisième qui vont faire banqueroute. D'accord? De façon exponentielle également. Donc exponentielle positive, exponentielle négative. Bon. Ramenons ça à notre jeu de Monopoly. Il y a plusieurs conséquences. Déjà, la première, qui gagne? Celui qui a le plus d'argent? Tout le monde? Personne? Celui qui a le plus de chance? Ouais. Une personne gagne? Celui qui triche? La banque, donc. Le critère, c'est effectivement d'amasser de l'argent. Ouais. Le critère, c'est de partager, de jouer ensemble. Ah, bonne question. Ouais. Alors, dans la théorie des jeux, on appelle ça un jeu à mort collective. Il n'y a pas de gagnant. Et oui, je peux avoir accumulé tous les billets, et puis on joue ensemble, et les autres joueurs finissent économiquement morts. Donc déjà, ils ne peuvent plus échanger entre eux. Donc il y a une paupérisation qui se fait, non pas par manque de richesse, mais par manque de l'outil pour faire circuler les richesses. Attention, nuance. Et par sous-monétarisation. Puis moi, j'ai tous mes billets là. Ah oui, mais j'ai plus de partenaires pour échanger. Donc soit je change les règles du jeu, je peux redistribuer, je change les règles du jeu. Eh oui. Alors, exactement, ce qui se passe dans l'économie réelle, on prête avec intérêt. Ce qui accélère encore l'effet Pareto. Ce qui fait que sous la pression, il y a de plus en plus de riches, de plus en plus de pauvres, et une pression de productivité absolument gigantesque. Comment ? L'économie, en fait, sont nées de ces emprunts. Les banques a d'ailleurs signé des emprunts comme ça. Absolument. Voilà. Il y a eu des mécanismes de colonisation, effectivement, comme ça aussi, fait par ces mécanismes-là. Alors, il y a plusieurs choses intéressantes. Donc, première chose, déjà, il n'y a pas de gagnant dans ce type de monnaie rare. Ou pas de gagnant, en tout cas, sur le long terme. Sur le court terme, oui. Deuxième chose, vous pouvez mettre des gens qui, chacun, ont envie de bien faire, mettez autour du jeu les gens les plus bienveillants auxquels vous pouvez penser, on leur demande simplement de faire commerce.
de s'acheter et de vendre des choses. Des immeubles, on pourrait faire d'un Monopoly avec des fruits et des légumes, ça ne changerait rien. Eh bien, ils finiront, malgré leur philosophie personnelle, avec des riches et des pauvres. Vous voyez que ça montre qu'on peut avoir des règles du jeu que personne ne comprend vraiment, des volontés individuelles, et pourtant ça va dans le sens contraire des volontés individuelles. Voilà notamment l'effet Pareto. Alors, on appelle ça l'argent rare. Pourquoi ? Non pas parce qu'on n'a pas assez d'unités, il y en a assez, mais simplement parce que la majeure partie de l'écosystème social manque de cette monnaie. Je vais prendre un exemple, une métaphore. Imaginons que je vous donne à chacun une petite paille pour respirer. Donc vous respirez par cette petite paille. D'accord ? Déjà, pas très facile. Maintenant, je vous demande avec cette petite paille de vous lever, de vous trémousser, de danser. Très vite, vous allez entrer en suffocation. Vous allez vous dire, non, il y a un certain nombre de mouvements que je ne peux pas faire parce que je n'ai pas assez d'air. Alors vous pourriez en faire beaucoup plus, mais là, vous n'avez pas assez d'air pour en faire. Et puis, il y a autre chose qui va se passer, ça va créer un incentive, un attracteur pour que vous piquiez la paille du voisin. Parce qu'avec 2 pailles, je respire mieux. Et puis peut-être 3, j'en ai encore mieux. Et si j'ai plein de pailles, je peux dire, tiens, tu veux bien travailler pour moi, s'il te plaît, je vais t'en donner 2. Et puis tu vas dire, moi, tu peux travailler pour moi, je vais t'en donner 1, et ainsi de suite. Et donc, en fait, les hiérarchies sociales vont naturellement se mettre en place. On a ça même en éthologie, dans le comportement animal, on a des études là-dessus qui nous montrent qu'on prend une ressource abondante, on la raréfie, et on va trouver là aussi des classes sociales s'installer chez les animaux qui n'ont rien à voir avec le mâle dominant ou les questions de sexualité, mais qui font que, il va y avoir une loi de répartition paressienne qui va aussi s'installer dans ce monde animal. Donc vous voyez cet effet Pareto, vous n'entendrez jamais un politique en parler, pas même les économistes aujourd'hui, et pourtant ça constitue une loi absolument centrale dans nos systèmes monétaires. Le drame ne se joue non pas sur la concentration de la monnaie, parce qu'on a besoin de concentration à certains moments. Il y a plus de sang dans mon cerveau que dans mon petit orteil. Et tant mieux, sinon j'aurai un problème. Par contre, le drame se joue dans la sous-monétarisation. Ça veut dire lorsque toute une partie de la société se trouve sous-monétarisée, ça veut dire qu'elle ne peut pas engager de relations économiques, elle ne peut pas donner suffisamment et recevoir suffisamment. Chacun, imaginons-nous dans cette partie sous-monétarisée, on pourrait donner tellement plus et recevoir tellement plus, mais on ne le fait pas, non pas faute de richesse que nous avons des compétences, des talents, des ressources naturelles, mais on ne le fait pas faute du système d'information pour y parvenir. Voyez ? Alors, l'argent, pourquoi cette technologie nommée argent existe dans l'intelligence collective pyramidale ? Eh bien, elle convient très bien à l'intelligence collective pyramidale parce qu'elle sert les concentrations de pouvoir. Et je le dis sans jugement moral. Hein. Elle sert très bien, parfaitement. Et on voit dans toutes les civilisations, tout le long de l'histoire, une corrélation parfaite entre la concentration des richesses et la concentration des pouvoirs. Y compris, bien entendu, dans les pays dits démocratiques. Celui qui a le plus d'argent, en général, emporte la mise. Après, il peut y avoir une compétition entre celui qui en a plus et celui qui en a aussi plus, mais pas ceux qui n'en ont pas. Ça n'existe pas. Et ça, donc, ça fait partie de l'intelligence collective pyramidale. Ce que l'on prévoit, qu'on pressent, qu'on anticipe dans la recherche, on sait, on a la certitude que ici, ce qui va fonctionner, l'économie ne fonctionnera pas avec de l'argent. Elle fonctionnera avec, on n'a pas de nom encore pour le dire, mais des technologies post-argent, et qui n'auront plus dedans les mécanismes de rareté. Alors là, vous pourrez voir, si vous voulez, des conférences aussi que j'ai données sur la société post-argent. Il y a plusieurs conférences sur Internet, où vous entendrez parler de choses comme richesse intégrale, langage des flux, Scepter, des noms de nouveaux protocoles, etc., et dont on commence à entendre parler, notamment avec les blockchains, qui commencent à arriver, qui commencent à nous donner une idée d'une économie où les choses vont s'auto-organiser et vont circuler sans qu'il y ait forcément une économie de marché derrière, genre j'achète et je vends. Ça va, ça vous semble... Je vais assez vite, mais on va pouvoir disserter un peu plus là-dessus. Alors, je vous ai fait un petit tour d'ensemble sur les 4 grandes formes d'intelligence collective. Et je peux éventuellement maintenant, si vous le souhaitez, bien sûr, vous parler de ce que ça m'a amené à poser comme choix personnel aussi de chercheur, donc appliquer à moi-même certaines choses pour voir
ce que cela induit, ce que je peux apprendre, ce que l'on peut apprendre de ça, comme quelqu'un qui va dans l'Antarctique, il le fait lui, mais il apprend des choses pour tout le monde aussi. Voilà, je fais dans cette démarche. Ça vous va si on fait comme ça, ouais? Il y a intérêt. Oh le salaud. Alors par exemple, je vais vous donner différents exemples, je ne vais peut-être pas tous les couvrir, mais quelques-uns. J'ai choisi de vivre dans l'économie du don, personnellement. L'économie du don. Alors ça veut dire quoi l'économie du don? Techniquement, là aussi il s'agit d'un terme technique en économie. L'économie du don, en fait, on la connaît tous très bien. On la connaît à commencer dans la famille. On ne s'achète pas, on ne se vend pas les choses. On se les donne. Et ça circule. On les connaît dans nos micro-communautés. On les connaît au travail. On ne se refacture pas entre collègues le temps que l'on passe. On se donne du temps les uns les autres. En fait, ça constitue la forme économique que nous connaissons le mieux, celle de s'entraider. Je vais aider mon voisin à réparer son toit. Je sais très bien que ça va servir la communauté tout entière. D'ailleurs, ce voisin va pouvoir lui-même libérer du temps pour justement enseigner à l'école parce qu'il enseigne à l'école. Et ça va permettre aux enfants de s'éduquer, ainsi de suite. Et je sais que d'une façon ou d'une autre, des richesses vont me revenir, mais pas nécessairement de manière directe. Ni en quantité, ni en qualité, ni en temps. Mais on sait que ça circule. Et d'ailleurs, l'économie du don a toujours fonctionné comme ça dans les micro-communautés, autrement dit, en intelligence collective originelle. L'intelligence collective originelle fonctionne naturellement en économie du don. Je vais y venir. Juste une dernière chose, l'économie du don fonctionne parce que nous avons de l'holoptisme. Ça veut dire qu'on voit bien, on sent bien l'impact que ça a. Je vais peut-être aider mon voisin à réparer son toit, je vais peut-être pas sacrifier ma vie pour lui, ou peut-être. Je veux dire, on a toujours un contexte qui détermine ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. Donner du sang à un hôpital, donner du temps pour une ONG, offrir un cadeau à Noël, les fiançailles, l'héritage, etc. Il y a des tas de contextes qui font qu'on donne et on reçoit, mais en tout cas nous vivons naturellement là-dedans. Je précise aussi, et je vais venir au troc, qu'on a tendance à penser qu'il y a d'un côté l'économie de marché qui subventionne en quelque sorte, qui soutient l'économie du don ou de la générosité. On se trompe complètement. L'économie de marché représente un épiphénomène minuscule par rapport à l'économie du don. Parce que même si je vends une pomme sur un marché, elle vient d'où la pomme? Il me l'a vendue, l'arbre? Il me l'a donnée. C'est que je vende de la terre, du terrain, ou peu importe, il y a toujours un moment où on a pris quelque chose. Alors soit on l'a pillé, soit on nous l'a offert. Il y a après une question d'interprétation et de contexte. Mais il y a toujours un moment où il y a eu un acte de transfert direct sans qu'il y ait un acte d'achat. Alors, ne pas confondre l'économie du don avec le troc. Le troc fait partie de l'économie de marché. L'économie de marché, on appelle ça aussi techniquement l'économie symétrique. Je vous donne quelque chose à condition que vous ayez la réciproque. Si on fait du troc, je vous dis, je vous donne 1 kilo de patates, vous me donnez 1 kilo de carottes, on fait du troc. Si je vous dis, je vous donne 1 kilo de patates, vous me donnez 2 €, on fait de l'économie de marché classique avec une monnaie. Mais dans tous les cas, l'économie de marché se définit par son caractère symétrique, avec ce qu'on appelle la condition de réciprocité. Je ne donnerai pas si je n'ai pas la condition de réciprocité, et vice-versa. L'autre en face ne me donnera pas si je n'ai pas quelque chose qui va solder immédiatement l'échange. Alors que l'économie du don, on parle d'économie asymétrique. Je n'attends pas lorsque je donne, ou lorsque je reçois, je ne vais pas donner quelque chose, je n'ai pas de dette en fait. Souvent on entend parler d'ailleurs de don et de contre-don, ce qui s'avère alors là pour moi une foutaise absolue, une projection occidentale d'économie de marché sur une autre réalité, parce que si on parle d'économie du don, on donne, il n'y a pas de dette il n'y a pas de dette de la part de celui qui reçoit, et celui qui donne ne crée pas un mécanisme de dette. Sinon, on retombe dans l'économie de marché, pour essayer de poser des définitions claires. Alors j'ai fait ce choix-là, de vivre comme ça. Ça veut dire concrètement quoi? Ça veut dire que, par exemple, ce soir, j'ai dit, voilà, ça me semblait chouette l'idée, je l'ai trouvé très sympathique, et ça ne se dément pas. Et donc j'ai dit, ok, je viens, j'offre la conférence. Je sais toujours pas comment faire pour... Et tu n'as pas à te sentir en dette. Voilà. Néanmoins, alors comment ça se passe? Donc, ce que je peux offrir, je l'offre. Voilà. Donc, on me demande des conférences où j'accompagne des grands groupes, des dirigeants d'entreprises dans le monde qui veulent
faire leur transition vers l'intelligence collective holomidale, vers l'innovation de rupture, etc. Eh bien, quand je peux le donner, je le donne. Et puis, je vis avec ce que l'on m'offre. Donc les vêtements que j'ai sur moi, l'appartement dans lequel je vis à Aix-en-Provence, l'école dans laquelle va mon fils, toutes les richesses matérielles que j'ai, on me les a offertes. Ça fait 4 ans et demi que je vis comme ça, et je vis uniquement de la générosité des personnes et des organisations. Ça se passe comme ça. Tu as tout vendu, tout ce que tu avais. C'est pas quand même une de sécurité, pas une assurance vie, quelque Il y avait donc l'héritage de mon oncle. Non, j'ai tout lâché. J'ai fait ce choix. Tout ce que je pouvais donner, je l'ai donné. Et donc, je vis avec très peu. Alors attention, je fais bien la différence entre économie du don et pauvreté. J'ai notamment un des trucs contre lesquels je lutte en permanence, ce que j'appelle le pauvrisme. Le pauvrisme, ça veut dire penser don égale petite pièce dans le chapeau à votre bon cœur, messieurs, dames. Pour moi, il y a plusieurs paris dans cette aventure. Le premier pari, déjà, consiste, au niveau intelligence collective, à démontrer qu'en tant que système, l'économie du don nous amène beaucoup plus de richesse et de potentiel que l'économie de marché. Sauf qu'on n'a jamais su la faire à grande échelle, jusqu'à présent. On sait faire maintenant, avec la complexité sociale, la gestion de la complexité sociale, on sait faire des économies du don à grande échelle. Exemple, Wikipédia, Couchsurfing, et plein d'autres choses, de partage des ressources, de savoir, etc. Tout le mouvement open source, tous les Fab Labs, etc., où on voit l'économie du don entrer de plus en plus dans le monde matériel. Avant, on disait, oui, mais il ne s'agit que de connaissances, de logiciels, mais on ne verra jamais une voiture, un bâtiment. Eh bien si, ça évolue. Et ça évolue très vite, très très vite. Donc l'économie du don relève d'une gestion de complexité sociale que maintenant Internet et les socialware ou les communityware permettent de gérer de plus en plus. On n'a encore rien vu, ça commence. Et pourtant, on voit déjà des choses considérables. Autre élément concernant l'économie du don, justement, je voulais démontrer qu'on peut vivre très bien et bien mieux. Donc je fais des choses avec des grandes organisations, à droite à gauche, un peu partout dans le monde, et je vis par la générosité, la gratitude, pas la dette, je dis bien la gratitude, la reconnaissance que peuvent avoir les personnes par rapport à ce que je fais. Alors comment ça se passe concrètement ? Lorsque un président ou un CEO me contacte, va me demander... Alors déjà, je n'ai pas de clients. Dans l'économie du don, on ne vend pas, donc je n'ai pas de clients. Je n'ai que des partenaires. Lorsque un CEO m'appelle, me dit voilà, je dirige tel groupe, on a 12 000 personnes, et on se rend bien compte qu'on se fait dépasser, que si on continue comme ça, on ne va pas durer très longtemps. Oui, on a des bons résultats, mais bon, etc. Donc des gens qui commencent à réaliser, sans forcément mettre des mots très précis, qu'il y a un truc qui doit changer, comme ce que j'ai fait cet après-midi avec une grande entreprise marocaine. Bon, je vais écouter cette personne, et je vais très vite lui demander, il y a quoi qui vous fait vous lever le matin, monsieur ? Pour déjà sentir le sens. Si une personne m'appelle parce qu'elle veut vendre plus de bagnoles ou de yaourts, ça ne m'intéresse pas. Par contre, si quelqu'un veut poursuivre un rêve d'humanité au travers son entreprise, là, ça peut commencer à m'intéresser. Donc déjà, très vite, le fait de fonctionner dans l'économie du don me permet d'aller directement dans l'humain. Ce qu'on ne fait pas dans le monde commercial. Dans le monde commercial, je voudrais vendre une prestation et surtout pas trop m'intéresser éventuellement à des points sensibles de la personne. Là, on va tout de suite aller dans l'humain et la personne va aussi pouvoir me poser des questions. Donc déjà, on va dans l'authenticité. Ça change déjà le rapport social. Ensuite, si je vois que le projet que me propose la personne fait sens, ça peut aller d'une simple conférence à vraiment un projet sur le long terme. À ce moment-là, je vais aussi poser un contexte pour ça. Je vais demander, je vais dire alors déjà, ce qu'on va faire, je voudrais qu'on le fasse en open source. Tout ce qu'on va faire, on le partage. On fait de l'open innovation, on fait une conférence, on la met sur Internet, et ainsi de suite. Donc on partage. Et vous allez voir les bénéfices de ça. La deuxième chose aussi, on va appliquer le concept de no loser enterprise. L'entreprise qui ne crée pas de perdants. Parce que le business as usual, il y a toujours des gagnants d'un côté et des perdants de l'autre. Des perdants, ce qui s'appelle l'environnement, qui s'appelle des petites mains en Chine ou au Bangladesh, qui s'appelle le marché lui-même, parce qu'on va vendre des produits abrutissants qui ne servent à rien simplement pour faire de l'argent. Dans le business as usual, il y a des perdants. Si on définit comme cahier des charges qu'il n'y ait pas de perdants, ça nous donne un cahier des charges
d'innovation sociale, déjà. On ne peut pas le faire avec l'intelligence collective pyramidale, mais on peut le faire avec l'intelligence collective holomidale. Donc on va se lancer dans une grande aventure autour de l'innovation sociale, de l'intelligence collective holomidale. Donc deuxième condition. La troisième condition que je pose aussi, je dis voilà, je vous offre quelque chose, vous me le demandez, je peux vous l'offrir, je le fais, volontiers. Et je vais vous demander à votre tour de perpétuer la générosité, de créer un contexte de générosité, pas de dette, de générosité, que vous pouvez offrir à d'autres ou à moi. Ça, vous le décidez. Je vais vous coacher dans le processus parce que vous n'avez pas l'habitude de raisonner comme ça, mais vous allez à votre tour donner. Vous recevez quelque chose, vous allez manifester, vous allez apprendre ce mécanisme de gratitude. 9 fois sur 10, j'ai des gens hyper emballés par ça. Parfois, j'ai des gens qui ont peur, qui se disent « Oh là là, on ne peut pas faire ça », et auquel cas on arrête, il n'y a pas de problème. Mais la plupart du temps, j'ai des gens absolument fascinés par ça et qui se rendent ensuite très vite compte que la qualité des rapports humains que l'on crée s'avère incommensurable. Et l'impeccabilité que ça va demander dans nos rapports et dans ce qu'on va faire ensemble. Moi, ça m'amène à des normes de réalisation bien supérieures à ce que je faisais avant en senior consultant, où je chargeais des sommes importantes. Et pourtant, j'avais moins d'exigences que ce que j'ai aujourd'hui dans l'économie du don. Voilà donc un exemple de changement. Et ça amène aussi les entreprises à voir ce qu'on appelle les marchés conscients de demain, à comprendre que l'économie de demain va se baser énormément sur la générosité et qu'il ne s'agit pas de bondieuserie ou d'un petit monde tout rose, mais que de manière très pragmatique, ça génère beaucoup plus de richesses pour tout le monde et à commencer par l'organisation elle-même. Voilà. Donc ça induit d'autres façons de penser, donc je me sens très content d'avoir lancé ça avec tous les challenges et les difficultés que ça pose et que ça a pu poser. Oui, ben, par exemple, voilà une start-up, en fait, au départ, un blog que je rencontre il y a quelques années, donc je voulais apprendre à m'habiller correctement. Je faisais partie des mecs qui avaient horreur de s'habiller, je veux dire de trouver des fringues. Il fallait vraiment m'amener avec un flingue sur la tempe dans un centre commercial pour m'habiller. J'avais fait tellement de progrès sur des tas de choses, comme bien m'alimenter, avoir la conscience un petit peu dans tous mes actes d'achat, sauf que je continuais avec les vêtements à m'habiller avec du junk. Bon, donc je dis, oh là, j'arrête ça, il faut que je me renseigne, je ne sais pas comment bien m'habiller. Donc je fais une recherche sur Internet et je tombe sur un blog qui s'appelle bonnegueule.fr. De la mode par les hommes pour les hommes. Uniquement un blog, donc de gens qui partagent leur passion sur comment bien choisir un tissu, comment comprendre comment on l'a fait, il y a qui derrière, comment pas faire les fautes fondamentales de goût, comment surtout ne pas amener sa copine faire des courses avec soi, premier conseil. Y aller soi-même, en autonome, même si ça peut paraître terrifiant au début. Et j'ai réalisé là, mon Dieu, ceux-là ils vont tout changer. Pourquoi ? Parce qu'on avait des gens qui allaient dans l'économie du don, ils donnaient quelque chose. Quelques années après, ça veut dire aujourd'hui, on a un acteur majeur de la mode qui change tout le domaine de la mode aujourd'hui, que les grands acteurs de la mode viennent voir et ne comprennent pas comment ces petits jeunes-là ont réussi à faire un carton pareil. Pourquoi ? Depuis, il y a une marque qui s'appelle Bonne Gueule, de vêtements, qu'ils font faire par des tas de développeurs, des tas de créateurs différents. Donc il n'y a pas un créateur, il y a en fait une norme de qualité sur le type de vêtements qu'ils veulent faire. Déjà, une signature, une patte, une griffe, un concept Bonne Gueule. Mais après, ils peuvent le faire par des tas de gens différents. Chaque fois qu'ils vont créer un nouveau vêtement, on va voir sur leur site toute la genèse de ce vêtement, comment ils l'ont pensé, qui l'a fait, pourquoi ils ont fait telle couture à tel endroit, le choix des boutons, leurs réflexions, les problèmes qu'ils ont dû résoudre pour ça. Et donc, on rentre dans une synergie et un partage, ça donne beaucoup de connaissances et ça crée un lien avec le vêtement, mais avec eux aussi, avec tous les gens, une conscience de toute la chaîne de création de valeur derrière tout ça. Donc il relève à la fois d'un média, bonnegueule.fr, ça relève d'un média, quasiment d'une chaîne, ils ont une chaîne YouTube aussi maintenant, d'un magasin physique qu'ils ont créé, de vente en ligne qu'ils ont faite, et de ce qu'on appelle aussi l'économie de la transformation. Ça veut dire que avec eux et ensemble, on se transforme. Les hommes se transforment dans leur façon de s'habiller, dans leur look, etc. Et les entreprises de demain, ça j'en ai parlé mardi, je pourrais en parler un peu ce soir si vous voulez, mais les entreprises de demain vont passer de l'économie de l'objet ou du service à ce qu'on appelle l'économie de la transformation. On va tous se transformer ensemble. Et ça ne se fait pas avec l'intelligence collective pyramidale classique, elle ne sait pas faire, elle ne voit pas ça, quand bien même individuellement les gens le comprennent, mais collectivement, ce type de collectif ne peut pas rentrer là-dedans. Voilà donc pour l'économie du don. Peut-être pour finir
Ben, ça a fait comme pour les débuts de l'intelligence collective, il a fallu commencer par un vocabulaire précis, parce qu'il y a de l'ingénierie derrière tout ça. J'ai tout de suite réalisé qu'on avait 500 mots pour parler de l'économie de marché, on en avait moins de 10 pour parler de l'économie du don, et encore des mots un peu bisounours, un peu gentillet, un peu new age, alors que ça relève d'un système extrêmement précis, beaucoup plus élaboré, tout comme l'aéronautique a certainement un côté plus élaboré, plus complexe que les transports au sol, même s'ils ont déjà une certaine complexité. Donc on n'a pas de mots pour en parler, et je corrige tout le temps les gens que j'initie, que je coach, qui, par exemple, on a fait un boulot formidable ensemble, et puis ils disent « Comment on peut te payer, Jean-François ?» Je dis « Mais non, vous ne me payez pas. Vous n'avez pas de dette vis-à-vis de moi. Ah, vous voulez me faire un cadeau? Si vous voulez. Voilà ma page, qui s'appelle Richesse désirée, et vous pouvez choisir dedans ce que vous voulez m'offrir, de l'argent, payer mon loyer, me payer un piano parce que j'ai envie d'un piano. Donc il y a tout, des choses les plus basiques, me nourrir, me loger, me vêtir, jusqu'aux choses les plus abouties. Et toujours aussi avec une notion de qualité. Ça veut dire de ne pas acheter du junk, de soutenir l'art, de soutenir voilà, la qualité de l'objet ou du choix. Et ça fait 4 ans et demi que je fonctionne comme ça. Alors les deux premières années et demie, ben, je fonctionnais tantôt en asphyxie, tantôt un peu au-dessus, mais vraiment en mode survie, parce que j'apprenais moi-même les techniques, comment avoir un langage précis pour en parler, comment coacher, le processus de coaching. Et puis depuis 2 ans, ben, je ne me trouve plus là, mais on va dire là. Et j'ai vraiment pour objectif de marcher sur l'eau. Donc ça veut dire vraiment de pouvoir passer encore à la vitesse supérieure, de vraiment entrer dans une relation de bienveillance qui fait que je peux très bien vivre. Je ne parle pas d'avoir 3 Lamborghini, je m'en fous, ça n'a rien à voir avec le consumérisme, mais vivre tout à fait bien pour pouvoir donner le meilleur de moi, que ça aille dans les 2 sens, et pouvoir donner le meilleur de moi aux organisations, aux gens, voilà, qu'ici il y ait ce cycle de bienveillance. Voilà, comment ça fonctionne là-dessus. Je crois que tous les gens qui explorent, qu'il s'agisse d'explorateurs physiques ou quelqu'un qui crée une entreprise, enfin, quand on se lance dans l'inconnu, on prend des risques, bien sûr. En même temps, ce qui m'a profondément décidé, je me souviens très bien de ce déclic, mais avant même l'économie du don, même dans d'autres choix que j'avais faits auparavant, tenait au fait que, voilà, je vois sans cesse ce discours sacrificiel des parents qui ne font pas leurs rêves, qui se sacrifient pour leur enfant. Et à leur tour, les enfants vont tenir ce discours. Et la génération suivante, et la suivante, et la suivante. Moi, j'ai réalisé que quelqu'un qui suit ses rêves, qui ose son être, ben déjà, ça va l'amener au meilleur endroit possible. Donc, de toute façon, il va créer de la richesse, il va en recevoir. Et ça crée la meilleure inspiration que je pouvais donner à mon fils. Même s'il y a des choses difficiles, des risques, mais je préfère prendre les risques. Et lui offrir l'image d'un père libre, qui s'éclate dans ce qu'il fait, qu'un père sacrificiel et pas libre. Ça, déjà, pour moi, il y avait quelque chose de très, très clair là-dessus. Donc oui, j'ai pris des risques et j'en prends beaucoup encore. Et en même temps, je trouve que ça vaut le coup pour lui, voilà. Oui, ben ça fait qu'il voyage beaucoup avec moi. Il voit des choses. Il vit avec moi une aventure dans le monde. Je voyage beaucoup. Et ça me permet de l'emmener dans des tas de pays et dans des contextes très, très différents. Je peux me trouver au fin fond de la jungle avec lui un jour et le lendemain serrer la main d'un président. Voilà. Je dirais que j'ai les doutes et le stress de tout explorateur. Je crois que des gens qui vont explorer l'inconnu, faire une face nord, explorer des continents à l'époque où les continents on ne les connaissait pas, ou les gens qui ont embarqué sur des pirogues pour aller chercher des nouvelles terres, ou des gens qui vont dans l'espace aujourd'hui, on a oui, et ça, je n'aurais pas pu le faire sans une pratique spirituelle personnelle, et en même temps, ça a consolidé ma pratique spirituelle. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que j'ai appris, si vous voulez, l'économie du don, déjà on l'apprend dans une sorte de bac à sable, à savoir une micro-communauté, où là on voit bien ce qui se passe. Moi, je n'ai pas de communauté, donc déjà ça m'a amené à faire ça dans l'univers, dans le monde entier, sans voir où vont les choses que je peux donner, et sans voir d'où elles vont venir. Donc il y a un niveau de confiance beaucoup plus important. Y a-t-il du stress ? Si je stressais, je ne pourrais pas le faire. J'ai des moments de doute, oui. J'ai des moments où j'ai un peu la trouille, oui. Mais en même temps, il faut une pratique de recentrage en permanence pour rester joyeux et confiant. Sinon, ça ne marche pas. Et notamment, ça amène à une expérience spirituelle. D'ailleurs, toutes les traditions spirituelles ont un mot pour ça. Dans le monde chrétien, on parlera de providence.
ça veut dire de sentir, de faire cette expérience, que si on va dans quelque chose de juste et joyeux personnellement, ça va provoquer les choses qui vont venir. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ou le terme de sacerdoce. Enfin, chaque tradition spirituelle a un mot pour souligner cette expérience de la confiance et d'oser y aller, et il va se passer des choses. Cela a-t-il un caractère risqué? Oui, indéniablement. Je veux dire, je pense que si je regarde ces 4 dernières années, 5 bientôt, ma vision à long terme ne dépasse pas 3 semaines, financièrement ou par rapport à ce que je vais pouvoir manger ou me loger. Et la plupart du temps, ça ne dépasse pas 1 jour ou 2 jours. Et pourtant, pas une fois, j'ai manqué de quelque chose. Pas une seule fois. On dit souvent que l'humain a besoin de se projeter. Ça constitue une étape de la conscience, le besoin de se projeter, de se donner souvent d'ailleurs l'illusion de certitude. Je crois qu'à un moment, on peut construire la connaissance de soi suffisante pour avoir confiance. Ce que les navigateurs ont aussi, j'aime bien cette métaphore, et après je vais répondre à votre question si vous en avez une, j'aime bien cette métaphore pour parler de ça, de la navigation à moteur versus la navigation à voile. Dans la navigation à moteur, je mets 100 litres de gasoil, je sais que j'ai un terme de rayon d'action, j'ai quelque chose de très déterministe, et je peux aller d'un port à l'autre, et ça va d'ailleurs définir des routes précises, définies à l'avance, qui vont émerger, mais qui deviennent définies. Dans la navigation à voile, je ne sais jamais s'il va y avoir du vent, d'où il va venir, mais je vais apprendre petit à petit une intelligence du navigateur, une intelligence des flux, des vents, sentir les signes, là où il vaut mieux se trouver, et en même temps, vivre dans une incertitude permanente. Et ça doit me demander, si je navigue à voile, une vigilance totale et permanente. Si je ne fais plus attention, je ne vais pas bien naviguer. Sauf que la voile, ça nous permet d'aller beaucoup plus loin aussi. Voilà. Donc je fais cette expérience-là qui relève à la fois d'une pratique et une praxis de ça, et justement sur laquelle j'essaie de mettre des mots. Et je vois un levier d'évolution personnel et potentiellement collectif, donc d'observer ce que ça change dans la conscience, dans le rapport. Par exemple, ça m'a permis de passer d'un monde causal, des causes et des effets, si je fais ci et ça, il va se passer ça et ça et ça, de manière linéaire, à un monde de synchronicité. Ça veut dire de sentir, par des postures intérieures, des choses qui peuvent se passer, mais pas du tout de manière causale, et qui vont pourtant faire que ça fonctionne. Voilà un petit peu l'expérience telle que je peux la nommer aujourd'hui. Alors je ne l'ai peut-être pas bien exprimé, je vais le redire, merci de m'aider à préciser. Je dis toujours aux entreprises, perpétuez la chaîne de générosité. Vous pouvez le faire vers d'autres que moi, et parfois elles le font, et très bien. Il n'y a pas de souci. Souvent, elles le font vers moi parce qu'elles ont envie, elles me connaissent, etc. Et elles ont envie de soutenir mon cheminement, mon travail, mes recherches. Mais il arrive aussi que ça aille ailleurs, et très très bien. Donc, primo. Deuxièmement, je veux dire, dans l'économie de marché, on définit à l'avance un prix ou un troc. Et s'il n'y a pas ce prix-là, on va négocier. Moi pour donner le moins possible de moi et vous pour obtenir le plus possible de moi. Et on va négocier le prix. Donc on fonctionne dans une tension qui équilibre le marché. Là, il n'y a rien de tout ça parce que quand bien même elles veulent me donner à moi, elles donnent ce qu'elles veulent, quand elles veulent. Voilà, ça leur appartient de décider. Je n'ai pas à le décider. Absolument, ça m'arrive. Oui, tout à fait. De gens qui suivent aussi mon aventure, qui me lisent sur Internet, qui voient les conférences, et qui décident d'offrir quelque chose, parfois même des choses très touchantes. Il m'arrive parfois de recevoir un chèque de 20 € de quelqu'un qui a mis tout son cœur dedans, et ça me touche beaucoup. Une personne qui n'a pas forcément beaucoup de moyens, mais qui suit ça, et qui a envie de faire un geste, et je trouve ça magnifique. Mais déjà, je veux dire, à l'origine, l'humanité vit comme ça. Je veux dire, on va dans les peuples premiers, ils ne connaissent pas l'argent, ils ne se facturent pas. Hein. Ça fonctionne comme ça. On va dans les micro-communautés, ça fonctionne comme ça. Mais l'humain contemporain et planétaire, comme moi, j'en connais pas beaucoup. Ça reste encore vraiment quelque chose de pionnier. En plus, ayant commencé dans un pays comme la France, peut-être un des plus difficiles auxquels on puisse penser, parce qu'il n'y a pas une culture naturelle de la générosité, on l'a institutionnalisé. Il y a la sécurité sociale, il y a le SMIC, il y a le RSA, le RSI, le machin, etc. Donc, avec les bons côtés que ça. Mais donc, on a tellement institutionnalisé, y compris le pourboire qui fait 15%. Donc tout fonctionne de manière automatique et inconsciente. Donc ça, quelque part, des bons côtés, mais en même temps, ça a retiré complètement, aux Français et à d'autres pays qui vivent comme ça, cette responsabilité consciente
de l'autre et de ce que l'on peut lui donner par un acte personnel, volontaire et conscient. Ce qu'on retrouve plutôt aux États-Unis, par exemple, ou dans des pays qui ont beaucoup moins d'argent, où de toute façon, on ne peut pas vivre sans la générosité sociale, le soutien des uns et des autres. Donc, si je vais en Inde, tout le monde comprend ça naturellement, parce qu'on s'entraide. Voilà. Et donc, le vivre en tant qu'humain nomade, global, etc., et qui fonctionne en interface avec l'économie de marché, la plus marché qu'on puisse faire, à savoir l'entreprise, là, je connais personne, encore je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais je ne connais pas. Voilà. Des gens qui développent de l'économie du don dans le côté plus ONG, oui, bien sûr, il y en a plein, et tant mieux, heureusement. Voilà ce que je peux répondre. Plusieurs éléments de réponse, et je dirais de réponse technique, sans rentrer dans de la politique, et je me garde aussi d'avoir un discours de dire si tout le monde faisait ça, alors. J'ai pas de plan pour l'humanité. Je me contente de faire des expériences, me dire tiens, il y a un truc qui marche, et je partage, et puis d'autres font aussi d'autres choses qui marchent, et ils partagent. Et après, il y a des choses qui émergent, mais qu'on ne contrôle pas. Concernant les États-Unis et le reste du monde, on se trouve tous dans une fin de partie de Monopoly. Il faut savoir qu'avec l'effet Pareto, dont je parlais avant, il y a moins de 500 personnes aujourd'hui qui contrôlent plus de 90% des ressources financières du monde, donc des ressources, je veux dire tout ce qui va avec. Ça, si ça ne s'appelle pas une fin de partie de Monopoly, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Donc on a une concentration des richesses financières, mais dont on n'a pas idée. C'est-à-dire ça nous amène, j'ai fait les calculs de ratio, d'à peu près une personne qui en contrôle 1 million, grosso modo, si on regarde les répartitions. Donc je n'appellerais pas ça un processus exactement démocratique non plus. Donc ça influence les comportements, ça influence à faire des produits idiots sur le marché pour capter de la monnaie, ça influence le fait de faire du business pour blanchir du fric, de la drogue, ça influence les guerres, tout ce qu'on voit, et les replis sur soi, les replis identitaires, etc. Donc finalement, on peut regarder la plupart des maux du monde aujourd'hui, on va toujours trouver un dénominateur commun derrière, l'argent, toujours. Les concentrations de pouvoir, donc les concentrations de pouvoir, ça veut dire du pouvoir sur les autres, et ainsi de suite. Alors je ne me livre pas, encore une fois, une critique politique de l'argent. Il s'agit d'une technologie, elle a existé, elle a servi, elle a eu sa raison d'exister. Par contre, aujourd'hui, elle atteint ses limites. Alors, moi, j'explore l'économie du don en tant que système, et je m'aperçois que, tiens, ça génère des vertus incroyables. Je veux dire, l'impact, j'ai des dizaines d'histoires à vous raconter, personnelles, d'impact que ça a eu sur des gens, sur des groupes, etc. Pas parce que je fais de l'évangélisation, j'en fais pas du tout de l'évangélisation. Simplement parce que je partage, parce qu'on me le demande, et ça change des politiques de grands groupes, ça change des façons de voir des gens, et il faut l'expérience de ça. L'autre chose aussi touche au design des technologies post-argent, et qui doivent permettre justement à des grands écosystèmes de gérer ce niveau de complexité que peut avoir l'économie du don. Et là, je ne peux pas le détailler trop ce soir, mais je pourrais vous donner des liens si vous voulez sur Internet, et si vous tapez mon nom sur un moteur de recherche, vous tomberez sur des conférences. Là, par exemple, à Ubud, à Bali, j'ai donné il n'y a pas longtemps une conférence sur l'après-blockchain, pour voir déjà les limitations technologiques qu'apporte le blockchain, et de partager les protocoles sur lesquels on travaille, qui, à mon sens, vont vraiment libérer ce type d'économie. Donc, en tout cas, il y a un foisonnement de recherche qui se fait extraordinaire, et ça peut aller très, très, très vite. Quand j'ai fait partie de ceux qui lançaient Internet en France, je faisais des conférences pour dire un petit peu ce qui allait se passer, et les gens me disaient, bon, très bien, tout ça, mais notre génération ne le verra jamais, ce truc-là. On connaît la suite. Hein. On disait, Monsieur Noubel, votre système, là, Internet, vous me dites, votre système, comme s'il s'agissait du mien, il faudra des PhD pour l'utiliser, parce que ça a l'air vachement complexe, on connaît la suite. Donc les choses vont très vite, et le jour où on va lâcher dans l'écosystème une technologie qui marche mieux que l'argent, pervasive, donc qui peut aller sur les téléphones portables, facile à utiliser, et qui permet de faire circuler les richesses sans passer par de l'argent ou des monnaies rares, notamment les bitcoins font partie des monnaies rares, donc j'élimine le bitcoin de l'équation. Les gens vont l'utiliser. Entre avoir accès à rien et à ces outils, les gens vont vite faire le choix. Voilà un petit peu une vue d'ensemble sur ces aspects-là.